Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous ce matin. Je suis Alain Bosetti, président du Salon des Saïs à la personne. Et je souhaitais, avant de laisser la parole à Jean-René Le Serre, qui va introduire cette conférence, formuler trois remerciements. Le premier, c'est pour vous d'être là ce matin avec nous pour cette session inaugurale. Le deuxième, c'est pour vous, Monsieur le Président, de Jean-Christophe Combe. Vous remplacez le ministre. C'est vous qui allez lancer, peut-être un présage, c'est un début en fait. Hein. Donc merci d'être là et d'introduire cette conférence. Merci à nos intervenants, ce sont des femmes et hommes d'action qui vont vous présenter des actions concrètes menées pour les aidants, leurs résultats, et puis également partager avec vous leur vision. Et puis j'ai encore deux remerciements. Le premier, c'est, vous voyez sur ces panneaux, il y a des logos, ce sont les logos de nos partenaires majeurs. Et je voudrais les remercier, ils ne sont pas forcément dans la salle, même je me suis quand même quasiment sûr, plus également les exposants, parce que sans ces partenaires de premier rang, si la CNAV est là, et Christiane Foulquet est là, mais je crois que c'est la seule dans cette salle, grâce à ces partenaires de premier rang et grâce aux exposants, ce salon peut avoir lieu et tout le monde peut en profiter. Et puis mon dernier remerciement, c'est pour des personnes qui sont peut-être dans la salle également, levez la main si c'est le cas, c'est pour les salariés de l'aide à domicile et les salariés dans les établissements EHPAD notamment. Et merci pour ce que vous faites au quotidien pour nos aînés. Et puis comme les Saïs à la personne, c'est de 7 à 77 ans, même si on parle aidants aujourd'hui. Merci de ce que vous faites pour nos familles. Nous disons que c'est pour nous aider à grandir, vieillir et vivre chez soi. Donc merci à vous. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Et très bon salon. Merci beaucoup. Très bien. On m'a dit de faire attention au délai, donc vous pouvez y aller. Très bien, je suis très, très heureux et très fier d'ouvrir, effectivement, de participer à l'ouverture de ce grand rendez-vous sur les services à la personne, de le faire en qualité de président de la CNSA, c'est-à-dire président du conseil de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui a, comme chacun le sait ou devrait le savoir, est devenue effectivement la 5e branche de la sécurité sociale, une toute jeune branche, puisque c'est une loi de 2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2021 qui en a décidé ainsi. Et aujourd'hui, cette caisse est donc aux côtés de l'assurance maladie, aux côtés de la CNAV, l'un des rouages essentiels, effectivement, de la sécurité sociale. Je voulais insister, bien évidemment, sur l'importance que je juge tout à fait essentielle des services à la personne dans les vies des uns et des autres. Importance fondamentale aussi bien effectivement à la naissance que lors du couchant de la vie. Importance fondamentale, noblesse effectivement de la profession d'aide à la personne et au cœur aujourd'hui de toutes les préoccupations. Et mon premier mot sera effectivement pour exprimer ma reconnaissance, la reconnaissance de la CNSA à l'égard effectivement des professionnels de l'accompagnement et du soin qui ne sont pas aujourd'hui dans notre pays considérés comme ils devaient l'être à beaucoup de prismes. Mais j'y reviendrai dans quelques instants. Vous dire également que, mais vous le savez, que nous sommes dans une situation qui est une situation extrêmement particulière et que les défis sont à nos portes. Les défis, nous connaissons par exemple le défi climatique qui ne dépendra pas que de nous, dépendra de l'ensemble des États et de l'ensemble des citoyens du monde, si on veut les relever. Et en France, un autre défi qui est aussi important, qui est le défi du vieillissement. Le défi du vieillissement, la différence fondamentale, c'est que de deux choses l'une. Soit nous sommes bons et nous arriverons effectivement à relever ce défi, soit nous ne sommes pas bons, et ce sera effectivement dramatique, car nous serons dans un pays incapable de faire face aux besoins élémentaires des personnes les plus vulnérables. Alors j'ai toujours pensé qu'une société se jugeait fondamentalement à l'attention qu'elle portait aux plus vulnérables de ses enfants. C'est donc un enjeu qui est un enjeu essentiel. Et pour faire comprendre cet enjeu, les spécialistes en termes de statistiques, l'INSEE par exemple, sont également très précieux. L'INSEE nous dit que d'ici 2040, il y aura plus du quart de la population qui aura dépassé 65 ans, 26,5% très précisément. L'INSEE nous dit aussi, c'est encore plus important, que les personnes de plus de 75 ans
sont aujourd'hui en train de croître d'une manière extrêmement importante dans notre pays, puisque l'on considère qu'entre 2020 et 2025, les plus de 75 ans auront augmenté de 17%, et qu'entre 2020 et 2030, ils auront augmenté de 35%. Et puis, ne nous arrêtons pas à 2030. 2030, ce n'est pas si éloigné. Et 2030, c'est l'année où les premières générations du baby-boom atteindront les 85 ans. Autrement dit, l'année où vous allez avoir un nombre extrêmement important de personnes plus âgées qui vont habiter dans notre pays et qui souhaitent l'habiter en tant que citoyens, avec leurs besoins, leurs désirs, leur volonté effectivement de vie et de bonheur. Et le challenge à relever, il faut le relever tout de suite, parce que si nous sommes incapables de le relever dès aujourd'hui, ce n'est pas effectivement en 2028 qu'il faudra nous en préoccuper. Ce défi du vieillissement, il en cache deux autres, qui sont totalement inséparables de ce premier défi. Les deux autres, c'est d'une part le plan Marshall des emplois, de l'accompagnement et du soin qu'il faut aujourd'hui mettre en place. Et quand je parle de plan Marshall, je suis toujours effectivement amené à citer un extrait du rapport de Mme El Khomri. Lorsque Mme El Khomri, sans avoir été contredit par qui que ce soit, déclarait que d'ici 2025, c'est-à-dire demain, il fallait recruter 350 000 collaborateurs de l'accompagnement et du soin, essentiellement des aides à la personne et des aides-soignants. On n'y est pas, si je peux m'exprimer ainsi. 360 000 pour 2025, c'est un premier challenge qui est un challenge que nous aurons bien du mal à réaliser si on ne s'en préoccupe pas d'une manière extrêmement active. On a donc ce défi, effectivement, du recrutement des collaborateurs qui sont nécessaires. Pour cela, il faut beaucoup de choses. Il faut exprimer, effectivement, une reconnaissance vis-à-vis de ces personnels et vis-à-vis de la noblesse de leur travail, reconnaissance qui doit être également une reconnaissance financière et une reconnaissance sur le sens de leur action. J'ai toujours été extrêmement impressionné par le fait que lorsqu'une aide à la personne faisait la toilette, lorsqu'elle préparait le repas, elle était indemnisée. Mais lorsqu'elle prend le temps de parler avec la personne âgée, lorsqu'elle prend le temps de l'écouter, lorsqu'elle prend le temps de lui lire le journal si elle souhaite savoir ce qui se passe dans son voisinage, eh bien dans ce cas-là, c'est d'une manière éminemment bénévole qu'elle peut le faire. Or, le sens, il impose la relation sociale. Je suis très heureux d'avoir vu dans le PLFSS 2023 qu'il y aurait désormais 2 heures par semaine de lien social. Dès 2024, j'aurais préféré que ce soit 2023, mais ces 2 heures, ce n'est pour moi qu'une première étape vers une transformation culturelle de la fonction, effectivement, d'aide. Et puis, deuxième défi qui se cache derrière le défi du vieillissement, c'est également le défi de l'hébergement. L'époque, encore très récente, où l'alternative était l'alternative entre le domicile classique et l'EHPAD, mot que je ne supporte pas et que je ne supporterai jamais, l'EHPAD. Je ne le dis pas trop parce que quand je dis cela, on me dit si c'est pour changer le nom et pas la réalité, ça ne servira pas à grand-chose, ce qui est vrai aussi. Mais entre le domicile et l'EHPAD doivent se multiplier les solutions intermédiaires. Les solutions intermédiaires qui sont les résidences-services, l'habitat partagé, l'habitat inclusif, pour lesquels d'ailleurs la CNSA développe toute une série d'aides, comme l'aide à la vie partagée, qui sera un des éléments essentiels de la mise en place d'une forme de vie qui soit à la fois une forme de vie qui prenne en compte la dignité des personnes et la citoyenneté des personnes. Je cite parfois le président du Sénat, moi qui étais ancien sénateur, qui disait « Il ne peut pas y avoir de citoyenneté en pointillé. On est citoyen et on reste citoyen. Rester citoyen, cela veut dire que dans ces habitats, qui ne seront pas nécessairement l'habitat d'origine, qui ne seront pas nécessairement le domicile au sens classique, il faut qu'opère ce que l'on appelle le virage domiciliaire. C'est-à-dire qu'il faut que dans ces habitats, les personnes soient comme chez elles, la solitude en moins, mais tout le reste en plus. Et cette expression, qui parfois est une expression qui paraît théorique, elle se décline sur d'immenses problèmes de vie quotidienne. Quand vous êtes citoyen dans un établissement, vous pouvez bien sûr y amener votre animal favori. Vous pouvez y recevoir qui vous voulez, quand vous voulez, aux heures que vous voulez. Vous pouvez y exercer votre fonction de citoyen. Vous savez, lorsque j'étais parlementaire, je m'occupais beaucoup de prisons.
Et j'avais installé notamment des bureaux de vote dans les établissements pénitentiaires. J'aimerais que l'on installe des bureaux de vote dans les résidences pour personnes âgées, que ces bureaux soient ouverts sur le quartier. Je pense que plus il y aura de monde qui entrera dans ces établissements, et mieux on se portera. Et je crois aussi que l'avenir, j'en ai touché quelques mots sur le problème du logement partagé, l'avenir est aussi à de petites structures qui pourront se développer aisément dans des maisons classiques, qui auront simplement été réhabilitées, sécurisées, pour que la vie des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap puisse effectivement se dérouler aussi favorablement que possible. Voilà le grand défi, c'est celui-là. Alors à ce défi, la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, va tenter de participer le plus possible et le plus efficacement possible, en faisant connaître aux familles, en faisant connaître aux personnes vulnérables les solutions qui leur seront proposées, en leur faisant connaître le reste à charge qu'ils devront effectivement financer ou qu'il faudra trouver les moyens de financer, en essayant de faire en sorte aussi que tous les acteurs de l'autonomie qui se regardaient quand même depuis très longtemps en chien de faïence, puissent travailler davantage ensemble, en confiance et en partenariat. J'ai été président de département, j'étais président du Nord. Ce n'était pas facile, il y a quelques années, les relations entre les départements et les ARS. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, les présidents de département qui avaient un peu boycotté le conseil de la CNSA reviennent au conseil de la CNSA. Aujourd'hui, je demande au pouvoir public d'intégrer au conseil de la CNSA des représentants des agences régionales de santé. Et je souhaite que le partenariat département, agences régionales de santé, maisons départementales des personnes en situation de handicap, associations de personnes âgées, associations de personnes vivant avec un handicap, professionnels, employeurs et salariés, puissent travailler ensemble d'une manière beaucoup plus conviviale, partenariale, que ce n'a été le cas jusqu'à présent. Je crois que c'est un immense enjeu qui est aujourd'hui devant nous. Cet enjeu, nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre. Ce défi, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le relever et de ne pas le gagner. Et pour cela, il y a ce développement, effectivement, des agents du soin et de l'accompagnement. Et il y a aussi, je ne voudrais pas empiéter, mais je terminerai par là, il y a aussi, effectivement, l'aide indispensable aux aidants. On considère qu'il y a en France à peu près 11 millions d'aidants. Quelquefois on dit 9, quelquefois on dit 12, je me suis arrêté à 11. Les aidants sont absolument indispensables pour que l'on arrive à faire en sorte que la protection des personnes vulnérables, elle s'opère dans l'affection, dans l'efficacité, dans le respect de la dignité, dans le respect de la citoyenneté. J'étais il y a quelque temps à un colloque qui était organisé par de grandes fédérations d'entreprises. Et ces fédérations d'entreprises, là aussi, ont accepté un choc culturel en disant « mais nous, désormais, nous souhaitons que les aidants qui sont en même temps dans notre entreprise nous fassent connaître leur qualité d'aidant pour que nous puissions prendre les mesures qui leur faciliteront les choses. » Je terminerai sur une chose, mais vous direz certainement là-dessus des choses beaucoup plus sensées que je ne pourrais le faire. Depuis que je suis président de la CNSA, je suis également très marqué par un problème supplémentaire qui touche d'ailleurs également les aidants. C'est que plus un projet est innovant, plus un projet sort des cadres, plus ce projet est positif et plus on a de difficultés pour le financer. Là, il y a effectivement des efforts à faire, par exemple, pour mettre en place des structures de répit qui ne soient pas seulement des structures de répit où on met l'aidé dans un EHPAD pendant une semaine ou 15 jours et où l'aidant prend effectivement son répit, ça doit exister. Mais à côté de cela, il faut aussi des structures conjointes où aidants et aidés prennent en quelque sorte leurs vacances en même temps, mais où le travail de l'aidant est réalisé par les personnels de la structure. Il y en a pas mal d'idées qui, quelquefois, ont même achevé leur investissement, qui sont réalisées sur ce thème, et aujourd'hui, on cherche désespérément des modalités de financement. Là aussi, le conseil de la CNSA, qui est une caractéristique propre à cette caisse de sécurité sociale, puisque le conseil de la CNSA, c'est l'ensemble des parties prenantes. C'est les institutions de l'autonomie, c'est les grandes associations de personnes âgées, de personnes en situation de handicap. Il est là pour être un enquiquineur des pouvoirs publics, quels qu'ils soient. Lorsqu'on est allé me chercher dans ma retraite de président de département pour que je prenne effectivement la présidence du conseil, je les avais prévenus.
je serai un enquiquineur ou alors je n'aurai pas effectivement d'utilité. Car l'utilité, ça consiste à dire c'est bien quand ça va bien, ça consiste aussi à dire ce qui ne va pas et à faire en sorte que ça puisse aller mieux. Je crois qu'avec le personnel de la CNSA et avec son conseil, nous serons toujours à vos côtés. Merci à tous. Merci beaucoup, Jean-René Le Serre. Je vais rappeler la thématique de cette séance inaugurale, solidarité collective, comment aider les aidants. Nous allons essayer d'y répondre, mais tout d'abord, je veux vous prévenir que toutes les conférences sont enregistrées en audio. Elles pourront être écoutées sur le site du Salon dans les prochains jours. Je vais rappeler, comme vient de nous le dire Jean-René Le Serre, 11 millions de Français soutiennent un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap. C'est énorme, c'est beaucoup. Ces aidants souffrent souvent d'un sentiment d'isolement, d'un manque de reconnaissance et malheureusement, ils frôlent l'épuisement. Comment les acteurs publics et privés se mobilisent-ils pour aider ces aidants? Nous allons vous donner des éléments de réponse avec nous sur la scène. Christiane Flouquet, directrice du développement de l'action sociale, CNAV Île-de-France. Bonjour. Laurence Hulin, directrice diversité et égalité des chances, groupe La Poste. Bonjour. Maryse Poulneau, directrice des projets Malakoff Humanis. Bonjour. Emmanuel Ballandras, directeur des partenariats du groupe Legrand. Bonjour. Et Benoît Durand, directeur délégué France Alzheimer. Bonjour. Nous allons commencer tout de suite. Ces témoins vont partager avec vous leur initiative, les résultats concrets déjà obtenus en Île-de-France et en région, et leur vision de la place des aidants dans notre société. Nous allons démarrer tout de suite avec une question très simple à Laurence Hulin. Quelle est la définition exacte de l'aidant ? Alors, la définition exacte, effectivement, de l'aidant, c'est l'aidant familial. C'est une personne qui vient en aide, donc ce qui est très important à titre non professionnel. Voilà, c'est pas un professionnel, donc c'est pas son job. Donc, qui vient en aide à titre non professionnel, en partie ou totalement à une personne âgée dépendante ou à une personne en situation de handicap. Et c'est quelqu'un qui, généralement, fait partie de son entourage. Ce qu'il faut voir, c'est que cette aide régulière peut consister en soins, en démarches administratives, en soutien psychologique, on en parlait justement, donc en activité domestique, et elle peut être permanente ou non. Il y a des aidants qui arrêtent d'être aidants quand la personne aidée va mieux. Ça existe, heureusement. Et généralement, ça se déroule aussi au domicile de l'aidant, mais ça peut être ailleurs. Voilà les définitions. Alors, il n'y a pas une définition réellement consensuelle, enfin établie, légale, mais en tout cas, c'est ce qui se dit généralement. Il n'y a pas de... C'est un consensus, c'est celle-là. Voilà. D'accord. Pas de terme juridique. Non. Très bien, on va continuer avec Christiane Flouquet. On va tout de suite démarrer en parlant de la CNAV Île-de-France. Donc, comment vous accompagnez les aidants retraités ? Là, la question est très large, mais nous accompagnons les retraités d'abord, dès le passage à la retraite, le plus longtemps possible, avec une mission spécifique qui se distingue un petit peu de nos partenaires tels que les départements, puisqu'on est vraiment sur le champ de la prévention et de l'autonomie. L'idée, c'est d'être autonome le plus longtemps possible et donc d'accompagner tous les parcours de vie pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Alors, plein d'actions, mais effectivement, les aidants sont un des axes d'accompagnement pour une raison très simple. Alors, je vais aussi citer quelques chiffres en essayant d'être le plus simple possible. Un aidant sur deux est retraité, 41% entre 69 et 74 ans, et 59% des aidants de plus de 75 ans sont des seuls aidants. Voilà, donc c'est une bonne raison pour les accompagner. Alors, comment on les accompagne ? On les accompagne d'abord en les aidant à, je viens de le dire, à se reconnaître aidant. Parce que c'est le vrai sujet qu'on a, je crois, tous pointé. C'est le déni de l'aidant. C'est pour ça d'ailleurs que l'assurance retraite, au niveau national, a créé un site spécifique, un questionnaire dont la question est simple: aider un proche fait-il de nous un aidant ? Et donc tout ce questionnaire, cette accessibilité à ce site permet aux personnes qui y vont de se poser les bonnes questions et surtout d'y trouver des réponses simples sur les offres de services existantes. Ça, c'est la première partie, c'est l'aide au repérage, j'allais dire un petit peu en prévention primaire pour les personnes qui vont sur le site, tout simplement.
Mais nous avons bien sûr une action concrète sur le terrain, puisque nous avons aussi une offre d'accompagnement de retraités plus fragiles, et puisqu'on a vu que les aidants étaient souvent avaient plus de 65 ans. Les aidants sont soit les retraités autonomes, en reprenant une grille que beaucoup d'entre vous connaissent, les GIR 5 et 6, des retraités autonomes que nous aidons par ailleurs peuvent être eux-mêmes des aidants d'autres personnes. Et donc, grâce aux actions que nous pouvons mener vis-à-vis des services d'aide à domicile dont on a parlé, qui sont vraiment les premiers témoins des signes de faiblesse des aidants, l'idée, c'est de repérer les personnes à ce moment-là pour faire émerger des besoins. Mais justement, j'ai une question à tous vous poser. Quelle est la place des aidants dans notre société ? Qui veut répondre à cette question ? Alors, allez-y, allez-y. C'est une place très ingrate, c'est une place Emmanuel bénévole. Ballandras. On est dans le plus grand bénévolat du pays, je crois, 11 millions de bénévoles qui, au quotidien ou pas au quotidien, en local ou à distance, tentent de veiller sur leurs proches. Et c'est un vrai sujet, je pense, qui nous touche tous personnellement. Et modestement, je pense qu'on a tous autant qu'on est autour de la table et en ce qui me concerne le grand, des solutions à apporter pour aider au quotidien réellement. On va parler de chacun vos solutions que vous mettez en place. Mais d'abord, je vais faire un petit tour du côté de Maryse Poulneau. Vous travaillez chez Malakoff Humanis. Qu'est-ce que vous mettez en place chez Malakoff Humanis pour justement soutenir les aidants ? Alors, pour soutenir les aidants, nous mettons en fait en place des actions concrètes, qui portent sur les aides financières, le soutien et la reconnaissance. Bon, je voudrais simplement dire qu'en fait, l'ambition de Malakoff Humanis, c'est vraiment de renforcer notre contribution sociale, sociétale et environnementale. En fait, nous entendons en fait, devenir le compagnon d'une protection sociale simple et responsable. Et en fait, nos métiers d'assurance et de retraite nous permettent d'avoir une approche globale de la personne dans son environnement et donc et d'agir auprès des entreprises, des individus, et puis et de répondre aux grands enjeux de société. Donc, bien entendu, l'enjeu il est majeur pour un groupe de protection sociale comme Malakoff Humanis. Et puis également, nous mettons en œuvre une action sociale de nos fédérations Agir Carco en faveur des aidants. Alors, je reviens sur les trois axes, les aides financières, le soutien et également la reconnaissance. Alors, pour les aides financières, en fait, on a des actions, je dirais, d'une part au niveau de l'entreprise, parce que l'entreprise a un rôle majeur à jouer dans les aidants. Les aidants, on intervient sur 4 domaines d'expertise, qui sont l'accompagnement de deuxième partie de carrière, l'accompagnement des situations de fragilité, l'aide aux aidants et également le maintien et l'accès dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Alors, ces 4 domaines d'expertise, ils sont évidemment dédiés à accompagner les aidants. Ce sont des actions, des ateliers, des conférences, des webinaires qui sont organisés avec les entreprises, avec les RH, avec les élus, avec les salariés, pour construire en fait une solution qui répond à un besoin. La situation d'aidance, elle est, on l'a dit, multiple. Parce que les aidants, à la question qui sont les aidants, les aidants, ce sont tous les acteurs. Moi, je dirais que les aidants, c'est les aidants familiaux, ce sont les aidants professionnels, ce sont les acteurs aujourd'hui, moi, je me réjouis d'être au Salon des services à la personne parce que c'est vraiment les acteurs des métiers du lien social. Et donc aussi des acteurs clés de la prévention. Donc, à titre d'exemple, pour les entreprises, par exemple, nous agissons sur des outils de détection et de repérage. Parce que, comme l'a dit Mme Floquet, il y a vraiment cet enjeu de détecter les signaux faibles de salariés qui aident et qui n'osent pas forcément... Les signaux faibles, vous mettez en place, par exemple, une page Facebook. Alors, on met en place, excusez-moi, une page Facebook. C'est vrai que, en fait, cette page, c'est bon, ça s'intitule Bonjour Fred. Vous avez accès à un site internet et cette page, elle est à la fois grand public et à la fois elle porte sur une communauté d'aidants. Alors cette communauté d'aidants, oui, il y a des échanges entre pairs et en fait, ce sont vraiment
des échanges pleins d'émotions. Moi, je dirais qu'en fait, ça porte sur toute l'émotion liée à la relation aidant-aidé, qui est une relation d'amour, une relation d'affection, une relation de responsabilité, une relation de devoir. En fait, voilà, c'est tous ces témoignages qui font qu'en fait, entre aidants, il y a des possibilités, il y a je dirais des trucs et astuces pour accompagner, partager les difficultés que rencontrent les aidants. Et puis également, je veux dire, un site internet, un grand public. C'est un site qui s'appelle Essentiel Autonomie. Alors c'est un site qui était dédié, je veux dire, à l'origine aux personnes en situation, dédié à l'autonomie, mais qui a été réorienté vers les aidants parce que ce sont vraiment eux qui sont les plus demandeurs par rapport à la relation d'aidance. Très bien. On va parler d'un exemple concret là, avec Laurence Hulin, qui va nous parler de la Poste, parce que la Poste met en place beaucoup de choses pour aider les aidants. Donc, allez-y, c'est à vous, Laurence. Alors, effectivement, la Poste, c'est 200 000 collaborateurs partout en France, et on est le reflet de la diversité et de ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire que quand vous dites qu'il y a 62% de femmes dans les aidants et que 47% ont un emploi, elles sont forcément chez nous, parce que nous, on a 53% de femmes dans nos effectifs. Et on a une moyenne d'âge de 47-48 ans, donc qui est quand même assez âgée. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le monde de l'entreprise, mais généralement, c'est un peu plus bas. Donc on avait un vrai enjeu sur ce sujet-là. Et on avait un enjeu de santé, sécurité de nos collaborateurs. On avait un enjeu de fidélisation de nos collaborateurs, de non-discrimination, parce que quand vous arrivez en retard parce que vous avez dû amener votre aidant quelque part, et à un moment donné, et vos collègues et vos managers peuvent se poser la question si vous ne dites pas pourquoi. Et on avait aussi un enjeu d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'en 2014-2015, alors je vous remets, il y a 7-8 ans, les aidants, personne n'en parlait, ce n'était pas un sujet et c'était plutôt un petit peu caché sous le tapis, personne. Les professionnels, oui, mais très très peu dans les entreprises. Donc nous, on a décidé en 2014 de sortir un guide qui concernait les aidants, donc les postiers aidants. Et en 2015, on a mis un principe dans notre accord d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, disant qu'on allait travailler sur le sujet. En 2016, on a sorti une plateforme qui s'appelle le Guichet des aidants. C'est une plateforme téléphonique à destination des postiers qui sont en activité ou pas, donc c'est aussi pour les postiers retraités, et qui leur donne des conseils, qui était pour leur donner des conseils, pour éventuellement les accompagner et leur dire s'ils étaient ou pas aidants. Parce que c'est pareil, parfois on se pose la question. Donc ce guichet-là permettait de répondre à cette question-là. Ça a plutôt bien marché, on a eu à peu près 1000 coups de fil, donc à l'échelle de la Poste, c'est pas énorme, mais c'était quand même les prémices. Donc on a voulu aller plus loin, et pour aller plus loin, on a créé un certificat des aidants. Donc c'est un certificat qui est postalo-postal, donc qui ne concerne que les postiers, et qui permet en fait d'accéder à des activités pour les personnes aidantes, à des formations spécifiques, à des aides financières spécifiques. Donc on a des chèques CESU qui permettent de payer éventuellement des aides ménagères chez la personne aidée. On a accès à des centres de vacances, vous en parliez, médicalisés, qui permet de partir avec sa personne aidée en vacances ou pendant la journée, les prises en charge de manière médicalisée par des professionnels. Donc quand vous êtes aidant, vous êtes totalement reposé et mentalement, vous n'avez plus cette charge. Donc voilà, donc vous avez des vraies vacances. Donc voilà, donc on a mis en place ce certificat. Et puis pour aller plus loin, on s'est dit qu'on allait faire un accord, donc un accord social avec les organisations syndicales. Et donc on a pris 6 engagements dans cet accord. C'est maintenant que je l'ai dit ? Allez-y, vous pouvez y aller. Donc on a pris 6 engagements. Un engagement sur tout ce qui était organisation du temps de travail. Donc vous arrivez, vous êtes aidant, encore une fois, vous pouvez arriver le matin en retard. Donc on a voulu, nous, alléger la charge mentale de l'aidant et également du collectif de travail en permettant aux managers d'organiser les plages horaires et le temps de travail du collaborateur. Donc en fait, vous pouvez dire je ne peux pas être là avant 10h du matin, donc vous avez des horaires qui sont aménagés. Alors vous faites vos 35 heures, mais elles sont aménagées. Donc il n'y a plus d'irritants, il n'y a plus d'éventuelles discriminations parce qu'on ne comprend pas pourquoi vous n'arrivez pas comme tout le monde à 9h. Et donc il y a une vraie plus-value pour tout le monde par rapport à ça. On a mis en place le télétravail. Donc il y a des jours de télétravail flottants et il y a des jours de télétravail supplémentaires pour les aidants qui peuvent rester chez eux donc pour s'occuper de leur aidé. On a mis également une mesure sur la mobilité géographique. Vous avez beaucoup d'aidants à la Poste qui travaillent par exemple à Paris et l'aidé est à Brest, est à Marseille, donc un peu loin. Et donc vous avez beau être aidant, vous ne pouvez pas vous le gérer. Vous le gérez une semaine dans le mois ou maximum. Et donc on a mis en place la possibilité, quand l'aidé est en fin de vie, de pouvoir être muté pendant le temps d'accompagnement de la personne.
sur le lieu de résidence de l'aidé. Voilà, donc vous êtes facteur à Paris, vous devenez facteur à Brest. Et l'avantage, c'est que vous n'avez plus justement ce stress ou cette charge mentale. Vous n'êtes pas obligé, parce qu'à une époque, les gens se mettaient en arrêt maladie pour aller accompagner la fin de vie de leur aidé. Voilà, donc vous êtes vraiment là, vous travaillez. Vous avez donc aussi ce lien social avec vos collègues, parce que c'est très très important pour les aidants de continuer à travailler, de savoir qu'ils vont avoir un salaire à la fin du mois. Voilà, et donc vous avez finalement cet environnement de travail qui vous permet de correctement aider aussi la fin de vie de votre aidé. On a mis des choses aussi sur le temps partiel, pardon. Allez-y, continuez. Ouais, okay. On a mis des choses rapides. On a mis des choses aussi sur le temps partiel. On a mis des choses sur des autorisations d'absence. Donc on a donné en fait 3 jours de congé à tous les aidants à la Poste pour leur permettre d'accompagner leur aidé dans des démarches administratives ou médicales, parce que vous avez des rendez-vous, vous pouvez pas entre guillemets changer. Et puis dernier point, on a créé un fonds de solidarité. Donc ce fonds de solidarité, la Poste aujourd'hui donne 1000 jours par an à ce fonds de solidarité. Donc c'est pour les postiers. Les postiers peuvent donner des jours aussi. Et donc les postiers qui sont aidants au titre de la loi, qui donc doivent aller accompagner une personne qui est soit lourdement handicapée, soit en perte d'autonomie, ils peuvent bénéficier de 30 jours par an, renouvelables une fois. Donc ça fait 60 jours de travail, donc ça fait 2 mois et demi, pour accompagner son aidé, généralement, encore une fois, en fin de vie. J'essaie de faire vite. Merci beaucoup. Benoît Duron, qu'est-ce que vous pensez des initiatives du groupe La Poste ? Attention. J'en pense du bien. C'était une question piège, mais j'en pense du bien. De toute façon, France Alzheimer fait aussi partie du prix des salariés aidants, et je sais que La Poste a été récompensée. Donc du coup, voilà, ça veut dire qu'on en pense du bien. Et quelles sont les missions de l'association France Alzheimer justement pour aider les aidants ? Alors, du coup, je vais juste refaire un petit focus sur Alzheimer, parce que c'est quand même assez particulier quand on parle de dépendance et quand on parle de société vieillissante. C'est une pathologie quand même qui nécessite en fait un accompagnement spécifique. Aujourd'hui, c'est 1,2 million de personnes malades. Il y a un impact qu'on estime, parce qu'on n'a pas forcément des chiffres très exacts, mais on estime que ça impacte 3 millions de personnes, donc personnes malades, aidants compris. J'aime bien aussi le terme aimant. C'est plus joli, je suis bien d'accord. Dans les aidants, souvent, c'est des aimants, les aidants. Ah bah oui. C'est pas forcément aussi que de la famille, bien que en grande majorité, c'est la famille, mais ça peut être aussi sur des personnes complètement isolées, ça peut être aussi du voisinage. Et en fait, on oublie aussi souvent, et des fois, en fait, il y a une solidarité aussi qui se crée. France Alzheimer, en fait, ça a été créé, ça fait bientôt 40 ans, et au départ, spécifiquement, c'était vraiment pour les aidants. Il n'y avait rien. Alzheimer, on en parlait pas. Bon, c'était très, très, très nébuleux. Enfin, maintenant, on revient un petit peu à une espèce d'omerta sur le mot, quand même, depuis 2-3 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup, en fait, ça a été vraiment créé au départ, en fait, pour aider les aidants. Pour aider déjà à comprendre la maladie, à accompagner la maladie et à se structurer en groupe de parole d'aidants pour justement véhiculer et partage d'expériences par rapport à leur vécu et leur accompagnement. Et ensuite, ce qu'on a commencé à monter avec l'aide de la CNSA, c'est formation des aidants spécifiques pour accompagner la maladie d'Alzheimer. Ensuite, il y a des soutiens psychologiques, des groupes de parole. On continue à avoir des groupes de parole. On est en train d'expérimenter aussi une formation des aidants dans les établissements, parce qu'on s'aperçoit aussi que les aidants spécifiquement qui accompagnent des personnes en établissement, ils n'ont pas forcément les mêmes problématiques. Ils n'ont pas les mêmes, pas les mêmes problématiques et pas les mêmes attentes que quand ils accompagnent une personne à domicile. Ensuite, on a développé beaucoup d'accompagnements, d'ateliers spécifiques pour les aidants. Après, on a du mal à dissocier la personne malade de l'aidant. Nous, on le voit de plus en plus. Et même en développant en fait, des ateliers pour des personnes malades, on voit que c'est bénéfique aussi à l'aidant. Juste un exemple. On développe tout ce qui est sport adapté, puisqu'on voit qu'il y a un vrai bénéfice. Et notamment, on a un partenariat maintenant avec la Fédération française du tennis de table, et on voit qu'il y a un bienfait sur les troubles moteurs et les troubles cognitifs des personnes malades. Donc, du coup, on propose ça. Ça a beaucoup de succès, et on voit que les aidants viennent, non pas pour jouer forcément avec leurs personnes malades. C'est du lien. C'est exactement ça. À travers en fait un rendez-vous sur une activité qui se veut ludique, on voit l'aidant quelque part, ça lui apporte aussi du répit. Le problème des aidants, c'est alors là aussi, la maladie d'Alzheimer, malheureusement, c'est une maladie qui isole.
il y a beaucoup de déni et du coup, il y a très souvent, voire quasiment tout le temps, il y a une rupture de lien social. Et c'est après, c'est comment justement rompre cet isolement, venir vers l'association. Nous, souvent, on leur dit n'ayez pas peur, venez, on va vous accompagner, on va vous aider. Très bien. On va continuer tout de suite avec vous, Emmanuel Ballandras, directeur des partenariats du groupe Legrand. Alors, qu'est-ce que Legrand met en place pour aider justement ces aidants concrètement? Parce que c'est très concret là pour le coup. Bien sûr. Alors, Legrand déjà observe que 80% des Français, donc 80% des personnes de la salle souhaitent vieillir en leur domicile. Ça, c'est un constat réellement. C'est toujours plus agréable. L'INSERM estime à 6% les logements adaptés au fait qu'on y vieillisse. Il reste beaucoup de place pour des améliorations. Et donc, Legrand, pour répondre à la question, Fanny, apporte modestement, depuis de très longues années, Legrand existe depuis 120 ans très précisément, donc on a l'habitude d'accompagner les Français. Beaucoup d'entre vous appuient tous les jours sur nos interrupteurs pour allumer la lumière le matin ou branchent la cafetière sur nos prises électriques. Et il se trouve que de plus en plus, cette offre-là devient connectée. Et devenant connectée, elle apporte des solutions réelles pour permettre à l'aidant d'être rassuré. Parce que qu'est-ce que veut l'aidant aujourd'hui? C'est être rassuré. C'est faire baisser sa charge mentale pour savoir que la personne vit bien au domicile et y évolue sereinement. On connaît les risques, hein, Fanny. Les risques, c'est la chute. Prévenir la chute, c'est des choses que Legrand propose au quotidien grâce à un parcours lumineux. On sait que la chute intervient essentiellement la nuit dans le parcours lit-toilette et la possibilité d'allumer automatiquement la lumière et d'amener un chemin lumineux qui permet à la personne d'aller aux toilettes la nuit et revenir en toute sécurité dans son lit, ce sont des solutions. Si la chute intervient, il faut également des solutions. Je vous invite à venir sur le stand Legrand Care pour regarder toutes les solutions portables qui existent pour prévenir et alerter en cas de chute, et de là, faire un transfert vers de la télésurveillance. Mais c'est aussi, Fanny, et je pense que c'est important, le fait de pouvoir se dire sereinement que la personne est en sécurité et ne va pas faire l'objet de menaces ou d'intrusions dans sa maison. Ce sont donc des alarmes, ce sont des portiers vidéophones connectés qui me permettent, moi, en direct, de savoir qui sonne chez ma maman parce que je vois la bobine de la personne arriver sur mon téléphone. Et si je sens que ce n'est pas quelqu'un de bien intentionné, je pourrais appeler le voisin ou pourquoi pas la police. Voilà, je pourrais venir dans d'autres solutions. C'est des manières de rassurer les aidants. Mais la rassurance, je crois que c'est vraiment ce que demandent les gens et nous avons les produits pour faire de la rassurance. Alors je dirais un dernier mot, Fanny, si vous permettez. Ça fait longtemps qu'on fait ces produits, donc vous me voyez passionné à vouloir les faire découvrir. On a l'impression que je les ai faits pendant la nuit sur ma table de nuit. Pas du tout. Ça fait de longues années que ces produits-là sont au catalogue. C'est juste la manière et le prisme de présenter ces produits pour aider l'aidant, pour aider l'aimant, qui sont importants. Il reste quand même un persona, Fanny, qui est dans la salle un petit peu, j'en ai reconnu quelques-uns. C'est sans les intégrateurs électriciens, tout ce que je raconte n'est pas possible. Donc je fais un petit salut amical à Stéphanie Allard de Domotique Technologies et à Philippe Riffaut de la Fédération française des intégrateurs électriciens, qui représente 7000 en France, hein, donc merci beaucoup. Qui maillent le territoire, Fanny, et qui permettent à tout un chacun de pouvoir faire appel à un professionnel qui viendra poser soit une brique, soit la totalité, soit tout de suite, soit petit à petit, pour que chacun puisse vivre sereinement et en toute sécurité dans son domicile. Très bien. On va continuer tout de suite avec Christiane Flouquet. Christiane Flouquet, comment accompagnez-vous des structures dont certaines ont des offres de produits et de services pour les aidants? Écoutez, je suis contente de passer après tout le monde, là, parce que ça me permet de dire qu'en fait, on aide un petit peu toutes les initiatives qui viennent d'être portées. Les initiatives techniques, effectivement, telles que le groupe Legrand en parle, nous les soutenons bien sûr financièrement, puisque nous finançons des visites d'ergo au domicile, on finance les aides techniques qui vont être repérées et mises en place, donc ça c'est déjà un premier point. Et puis aussi, et peut-être surtout, notre idée c'est de faire émerger des solutions innovantes. Et pour ça, on a mis en place depuis plusieurs années un appel à projet d'aide aux aidants. Donc l'idée, c'est de trouver les bonnes solutions, les bonnes initiatives. Nous l'avons fait avec l'Agence régionale de santé, d'ailleurs. Donc, Monsieur Le Serre n'est plus là pour constater à quel point on travaille bien aussi avec l'ARS. Mais en tout cas, donc il y a des appels à projets. On repère des solutions, on les finance, on accompagne leur expérimentation
avant qu'elles soient développées. Et puis ensuite, l'idée, c'est de les rendre accessibles. Et donc, déjà accessibles comme vitrine. Et d'ailleurs, au salon aujourd'hui, dans le village des aidants, vous verrez quelques-unes des solutions que nous avons pu repérer. Je citerai Prevencare, donc, qui est une conciergerie avec nos proches, Arts. Voilà, donc ça, c'est des solutions de service qui répondent bien aux besoins qui ont été exprimés par les aidants. Et puis également, et ça répond aussi à un autre élément, on a bien repéré ce besoin du répit de l'aidant en soutenant des séjours aidants aidés. Et donc, on le fait avec la NCV. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire partir souvent les aidants aidés en même temps, parce qu'on s'est bien rendu compte que l'idée de les séparer n'était pas forcément une bonne idée. Et là, grâce au financement de la CNAV, le reste à charge de la personne est réduit d'à peu près 50%. Enfin, et c'est aussi notre solution de répit, l'idée, c'est effectivement que la personne sorte. On l'a dit, il y a le problème de l'isolement, il y a le problème du lien social. Et le lien social, ce n'est pas forcément uniquement avec d'autres aidants, même si c'est une réponse, enfin, que France Alzheimer ne va pas démentir, il faut des groupes de parole, il faut des choses comme ça, mais il faut aussi que la personne aille ailleurs. Et donc, les ateliers que nous mettons en place, des ateliers d'activité physique, d'ateliers mémoire, des ateliers sur toutes les thématiques santé, sont offertes aux aidants comme aux autres. Et on revient un peu à la notion de déni de l'aidant, c'est-à-dire des personnes qui sont dites autonomes, mais qui finalement sont des aidants aussi. Donc l'idée, c'est vraiment des réponses sur la formation, des réponses techniques, des réponses de répit, grâce à des projets que nous avons aidé à mettre en place. Merci beaucoup. Nous allons parler avec vous du droit de répit, justement. Benoît Durand, le droit de répit, c'est une réforme que vous soutenez. C'est une réforme qui est largement inaccessible. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, je peux être soit très rapide, soit très long. Mais vous pouvez être très rapide, ça sera parfait. Alors, je vais être très rapide. Le droit au répit de 500 € pour les aidants existe depuis la loi d'adaptation au vieillissement, donc depuis 2015. Malheureusement, ce droit au répit, je prends le pari dans la salle. Je ne sais pas si vous avez essayé d'obtenir ce droit au répit ou d'aider à obtenir ce droit au répit. Moi, je connais personne, ou tellement très peu de monde, si peu de monde qui ont pu l'obtenir, qu'on se dit qu'il faut quand même faire une réforme parce que voilà, c'est entre l'affichage d'avoir un droit au répit de 500 €, déjà, qui est un petit peu dérisoire, on va dire, hein, quand même, c'est un maximum sur une année. Mais en plus, quand on voit les restrictions et la mémoire administrative pour l'avoir, donc du coup, en fait, là aussi, nous, en fait, quand on accompagne, on passe du temps à expliquer les droits, etc., essayer de leur expliquer ou de les aider à monter les dossiers, etc. Et en fait, on se dit, en fait, au final, le temps qu'on passe... Parce que le droit au répit, c'est pour tous les aidants. Ah bah, logiquement, c'est pour tous les aidants. En fait, on avait juste un exemple. On avait vu un ministre un jour et on lui montrait un séjour vacances, parce qu'on fait plusieurs séjours vacances, des départementaux, des nationaux, etc., où en fait, il y a le couple aidant aidé qui est en séjour vacances. On dit, bah, ce serait quand même pas mal, à minima, pour les personnes qui ont quand même des problèmes financiers avec un reste à charge important, même si nos séjours vacances sont quand même sont pas chers, mais du coup qu'ils puissent utiliser ces 500 €. Elle me disait, ah ouais, c'est une super idée. Elle dit, mais comment concrètement? Parce qu'en fait, c'est même pas autorisé et ça fait partie des restrictions. Donc du coup, en fait, on ne sait pas. Donc voilà, donc je vais être rapide, c'est que voilà, il y a un affichage. Alors certains ministres, mais donc on les trouve où ces 500 € par exemple? J'en sais rien. Bah voilà. Franchement, j'en sais rien. Écoutez, peut-être que ce sont des mesures à mettre en place, finalement. Non, mais en fait, certains ministres ont quand même l'honnêteté de dire, on sait que ça marche pas. D'accord. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Nous allons continuer tout de suite avec vous un petit peu, Maryse Poulnaud, parce que Malakoff Humanis met des dispositifs. Donc, bon, on a le projet Sarah, on a Facebook, on a tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler concrètement des projets qui sont mis en place aujourd'hui chez Malakoff Humanis? Alors, concrètement, les projets, alors tout à l'heure on a évoqué oui, le répit. En fait, les projets ils s'inscrivent en fait dans une relation, enfin dans une logique de parcours, c'est-à-dire un parcours accompagné pour trouver des solutions de répit. Enfin voilà, parce que c'est vrai que les aidants, il y a un enjeu de lisibilité, il y a un enjeu d'isolement, et ils ont besoin de savoir se repérer. Il y a des outils qui existent aujourd'hui, comme Ma Boussole aidante. Il y a besoin d'avoir cette information. Mais alors, au niveau des services, voilà, 3 parcours, le droit au répit, l'adapter, le
le quotidien au domicile et puis de trouver un logement adapté. Il y a vraiment ces 3 parcours qui sont ressortis de par les constructions des solutions. Alors concrètement, il y a un service qui a été mis en place, un panier de services qui s'appelle Autonomie Plus, et en fait qui est composé d'une écoute, d'un conseiller qui va orienter la personne en fonction de ses besoins sur les questions de maintien à domicile, de répit, de logement adapté et aussi de séjour vacances. Voilà, donc il y a vraiment, alors il y a cette mise en relation avec ce conseiller expert dans ce service. Je vous invite à aller voir le stand, parce qu'il y a il y a une équipe présente qui pourra vous répondre à vos questions. Donc il y a après bien sûr des projets, le projet Sarah, c'est vraiment un projet lié à la relation d'aidance comme unité de mesure, parce que on l'a dit, c'est vraiment l'aider dans son environnement. Et donc là, c'est un projet qui a été initié en 2019 avec les acteurs de l'écosystème après 3 expérimentations pour justement répondre à des situations qui visent vraiment à apporter un soutien à l'aidant, à favoriser le maintien à domicile de l'aidé et repenser la relation pour que, en fait, l'aidant puisse développer. Enfin voilà, tout à l'heure je disais que, en fait, il y a la reconnaissance, mais c'est la reconnaissance de ses propres capacités en tant qu'aidant. Donc ce projet, il a cette ambition-là, c'est vraiment d'épauler l'aidant, d'éveiller le projet du binôme aidant-aidé, et puis au travers tout un processus qui est en fonction des besoins. Il y a l'aidant qui a juste besoin d'informations, il y a l'aidant qui a besoin simplement qui a besoin d'un soutien de conseil, puis il y a l'aidant qui a besoin de déléguer parce que, par exemple, son fils est à la Réunion et qu'il ne va pas savoir comment trouver les solutions si vraiment il y avait une hospitalisation, enfin un problème. Et donc, en fait, si vous voulez, le projet va permettre déjà d'anticiper toutes les démarches qui seraient à réaliser s'il y avait un problème lié à la personne qui aide pour anticiper et pour prévenir la dépendance. Donc voilà, il y a vraiment ce premier projet. Il y a aussi Malakoff Humanisme accompagne des projets qui sont vraiment tout à l'heure aussi novateurs dans des dispositifs renforcés de maintien à domicile avec des acteurs des services à la personne et puis d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, il y a les dispositifs DRAD, dispositifs renforcés de soutien d'accompagnement à domicile. Donc là, on est vraiment dans un accompagnement qui est porté, par exemple, avec un coordonnateur porté par l'EHPAD jusqu'à l'accompagnement de fin de vie, qui nécessite évidemment d'adapter son logement, qui nécessite vraiment de mettre en place les conditions. Il y a aussi un dispositif qui s'appelle le maintien à domicile renforcé et qui, lui, porte un coordonnateur de parcours qui est attaché à un service à domicile. Et puis, voilà, donc on voit bien, vous voyez, c'est une palette de services, du conseil, d'autonomie plus, à un dispositif de la relation aidance, à un accompagnement plus poussé dans la coordination et puis de l'accompagnement jusqu'à fin de vie avec l'enjeu domiciliaire, parce que les personnes, on sait que 95%, 90% veulent rester au domicile. Merci Maryse Poulnaud. Je vais vous poser une question à tous, et malgré les avancées de ces dernières années, comment les pouvoirs publics pourraient aller plus loin dans l'aide et la reconnaissance des aidants? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour les aider, ces aidants? Alors, je pense, je peux me permettre, je ne suis peut-être pas le plus connaisseur de la salle, mais je crois qu'il y a des travaux qui sont en cours sur des réflexions sur MaPrimeAdapt, sur le modèle un peu de MaPrimeRénov', savoir comment on va pouvoir, dans les quelques mois et années à venir, financer des travaux qui permettront à la personne de vieillir plus facilement chez elle et donc d'apporter à la sérénité des aimants, parce que n'oublions pas le sujet, d'apporter la sérénité aux aimants. Et je pense que ça va dans le bon sens. J'ai entendu récemment le président de la République parler de logement connecté, de domotique, ce qui avant était un grand va des rétro satana, gadget, etc. Et dont on s'aperçoit maintenant que ça apporte de vraies solutions pragmatiques au quotidien pour les personnes âgées et pour ceux qui les aiment. Et voilà, moi je pense qu'il y a un certain nombre de réflexions en cours. Faites-nous confiance chez Legrand pour peser là-dessus, Fanny. On pèse fort. Tous les camarades aussi, chacun dans leur filière, le font également. Et
Je pense que personne n'a la solution seule, et c'est ça qui est beau dans notre petit groupe. On va continuer à se voir d'ailleurs, parce que je trouve qu'on est vraiment très complémentaires. Ce qui est beau, c'est que personne n'a la solution seule, c'est unique, on arrivera à faire peser les décisions dans le gouvernement. Et quand je dis unis, pardon, je voudrais répéter également les intégrateurs électriciens, parce qu'ils sont au contact, au quotidien, sur tout le territoire, des gens qui ont besoin de solutions. Or, ces solutions existent, donc les planètes sont alignées, donc à l'état de jouer. Je vais vous poser la question à vous, Benoît Durand. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment on pourrait faire peser les pouvoirs publics dans ces avancées? Alors du coup, nous, on va se qualifier aussi, comme l'a dit le président de la CNSA, un petit peu des enquiquineurs. Donc en fait, nous, on enquiquine les pouvoirs publics sur pas mal de sujets, sur la pathologie Alzheimer et sur l'accompagnement. En fait, comment on pourrait faire déjà quand on voit, il y a eu des avancées, notamment sur les aidants de l'activité professionnelle avec le congé proche aidant. Après, le constat est que, au niveau de l'information, de la sensibilisation auprès du grand public, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et du coup, c'était presque un échec de se dire, en fait, on a mis en place des choses, et au final, en fait, le recours et les demandes, quasi inexistants. Oui, mais du coup, en fait, il y a tout un problème d'information. Et des fois, on demande aussi à nous, associations, en fait, d'informer. Et parfois, mon micro marche pas assez. Je pense que le micro remarche. Ah, pardon. Donc, du coup, il y a cette problématique-là. Ensuite, continuer à développer des solutions de répit, de proximité, lutter contre le non-recours, parce que ça aussi, c'est quand même assez dingue. Alors concrètement, nous, ce qu'on propose, c'est pareil, c'est dommage qu'il soit parti, monsieur Le Cerf, parce que du coup, j'avais un petit financement à lui proposer, parce que ça a été refusé. Quand on l'aurait bien gardé, on l'aurait bien gardé. Non, je lui redirai, c'est pas un souci. Mais là aussi, en fait, quand il parlait d'offres de répit, à la fois sur l'aidant et l'aidé. Typiquement, aujourd'hui, si vous allez demander en fait sur une action innovante un financement pour les aidants, vous allez voir la CNSA. Si vous voulez avoir un financement pour les personnes malades, vous n'allez pas voir la CNSA, vous allez avoir en fait la Direction générale d'action sociale. Et du coup, en fait, nous, quand par exemple, on proposait une solution de halte relais, justement, en fait, où on s'occupait à la fois de l'aidant, s'il le souhaitait, on avait des ateliers spécifiques pour lui, de répit, de sophrologie, de méditation, de tai chi, etc., pour qu'il puisse souffler, se retrouver, et des ateliers spécifiques pour les personnes malades. Bah, du coup, on le fait tout seul, avec nos petits bras, et on essaye de le déployer. Ça, c'est venu aussi, parce que suite au confinement, franchement, on a eu des remontées d'alerte incroyables. On a eu aussi malheureusement des remontées d'aidants qui ont mis fin à leur vie parce que d'épuisement et de manière insupportable, du jour au lendemain, en fait, vous n'avez plus d'aide à domicile, vous n'avez plus d'alte relais, vous n'avez plus d'accueil de jour, vous n'avez plus rien. Et du coup, ils nous ont dit, dès que c'était un peu déconfiné, s'il vous plaît, du répit, on n'en peut plus. Et du coup, en fait, alors nous, on avait déjà en fait, des structures, parce que dans nos 101 associations départementales ou territoriales, déjà on le développait. On s'est dit, en fait, pour répondre à la demande, en fait, il faut qu'on ait un déploiement territorial encore plus fort. Il faut qu'on soit en capacité de répondre à la demande. Il y a une vraie demande de répit. Ça, c'est indéniable. Après, si vous me laissez encore la parole par rapport à ça, allez-y. Juste, ouais, parce que ça, c'est un sujet aussi répit. Alors là, c'est pareil, on ne peut pas mettre tout dans le même sac quand on parle du bien vieillir. Je ne sais pas si vous connaissez le baluchonnage. Ah non, mais justement, on allait en parler du baluchonnage. Donc, qu'est-ce que c'est que le baluchonnage? Vous connaissez? Parce qu'on parle de relayage ou de suppléance de l'aidant et on parle du baluchonnage. Et alors, chez France Alzheimer, on estime que le baluchonnage répond aux spécificités de l'accompagnement des personnes qui ont des troubles cognitifs. Pourquoi? Parce que c'est une seule personne, 24 heures sur 24, pendant X jours, une personne formée, une personne supervisée. Et ça, c'est extrêmement important dans l'accompagnement. Ce n'est pas le cas des solutions qu'on propose sur le relayage et qui peuvent être adaptées à d'autres pathologies et il n'y a pas de souci. Il peut y avoir une personne le jour, une personne la nuit, pendant X jours. Et le baluchonnage modèle québécois, c'est vraiment celui qu'on défend pour en fait l'accompagnement des personnes qui ont des troubles cognitifs. Et là encore, en fait, de mettre tout dans une globalité, quand on dit en fait, oui, il faut faire du cas par cas, des personnes qui ont des troubles cognitifs, oui, c'est un accompagnement particulier.
on ne peut pas les englober en fait dans le bien vieillir entre guillemets global. Très bien. Et pour continuer un petit peu sur ces aimants aidants, parce que c'est comme ça qu'on va les appeler, je pense aujourd'hui, c'est quand même très beau de les appeler les aimants. Je voulais le souligner. Bravo, c'est un très beau terme. Merci Benoît Durand. Je voudrais que vous me parliez chacun d'entre vous autour de la table des conclusions. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Chacun, l'un après l'autre. On va commencer avec vous, Christiane Flouquet. Quelles sont les grandes conclusions que vous mettriez en œuvre justement pour aider ces aidants vraiment très concrètement? Déjà, je crois qu'on a entendu que tous les acteurs font beaucoup de choses. Évidemment. Mais que ça ne se sait pas assez encore. Donc la notion de l'information est une vraie réponse à apporter, une réponse collective. Donc les aidants ont besoin de savoir à qui s'adresser. Donc concrètement, comment faire? On va reparler de plateforme unique, mais c'est la plateforme de chacun. Chacun revendique sa plateforme unique d'entrée. Mais en tout cas, donc, il faudrait un guichet unique d'information où tout le monde sait où s'adresser. Et donc là, ce serait les pouvoirs publics qui devraient s'en occuper? C'est quelque chose qui est relié au ministère des Solidarités et du Handicap? Il peut y avoir une impulsion. Après, lorsqu'on parle de pouvoir public, on parle aussi de délégation de mission à des acteurs. La CNSA était là tout à l'heure. Qui dit CNSA dit département, dit conférence des financeurs. Aujourd'hui, il y a des politiques coordonnées par tous les acteurs qui peuvent mettre en place des actions. Alors, les réponses, elles ne sont pas uniformes. Ça a été dit, on n'est pas aidant de la même façon de tout le monde. Donc, en fonction des typologies, il faut des réponses spécifiques, mais il peut y avoir un portage fléché d'une manière collective, même si elle n'est pas uniforme sur tout le territoire. Est-ce que vous pensez que les entreprises devraient prendre exemple sur La Poste, sur le groupe La Poste? Alors, j'espère. Non, mais c'est extraordinaire. J'espère qu'il y en a d'autres qui le font aussi. Donc, ça serait bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un accompagnement très fort. Et bon, je dirais simplement pour l'assurance retraite, je sais qu'il y a aujourd'hui des dispositifs d'accompagnement des aidants qui ne sont pas forcément des aidants salariés, mais là encore, c'est pas forcément utilisé. Il y a cette notion d'accessibilité. Est-ce que c'est la seule bonne réponse aussi? Ça, c'est un autre sujet. Mais je crois justement que le groupe La Poste met plusieurs choses en œuvre. Justement, voilà. Laurent Sulin peut nous en parler. Vos conclusions, Laurent Sulin, sur tous ces problèmes qu'on cite depuis le début de la conférence? Déjà, il y a 50% des aidants, en gros, qui sont dans les entreprises. Donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à avoir quand on est dans l'entreprise. Et c'est vrai que quand on est le groupe La Poste, on a 200 000 collaborateurs, c'est entre guillemets facile de faire un fonds de solidarité. C'est peut-être moins facile pour les PME, TPE, parce que quand vous êtes 10 dans l'entreprise, si vous demandez à vos collaborateurs de donner des jours pour un autre collaborateur, vous allez avoir à un moment donné une complexité et une difficulté. Et en plus, cette personne ne sera pas là. Donc non seulement les gens vont peut-être donner des jours, mais en plus ils vont devoir faire le boulot de la personne pendant qu'elle ne sera pas là. Donc il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là, au niveau peut-être des branches des entreprises, faire une espèce de fonds mutualisé où des gens et les entreprises pourraient donner de l'argent qui serait après mis en jour, puisque c'est aussi la problématique, c'est qu'à la Poste, on s'est dit une personne, quelque part, c'est une journée, qu'elle soit patron, qu'elle donne un jour ou qu'elle soit facteur, c'est exactement, on compte une journée. C'est la même chose. Et quand elle va prendre effectivement les jours de solidarité aussi, ça compte une journée, ce qui n'est pas faisable sur peut-être un fonds de solidarité mutualisé. Mais il y aurait peut-être quelque chose à faire là-dessus. Vous parliez aussi tout à l'heure de tout ce qui était congé proche aidant. Nous, on a essayé, on a 250 assistants sociaux à la Poste. Donc on accompagne les personnes qui sont dans cette situation-là grâce à ce système d'assistants sociaux. Quand on leur dit prenez des jours de congé proche aidant, mais c'est rémunéré 45 €. Qu'est-ce que vous faites par jour? Qu'est-ce que vous voulez qu'une personne, si en plus elle se met dans une difficulté financière pour aller accompagner son aidant, c'est compliqué. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à faire à ce niveau-là. Peut-être, alors après c'est toujours de l'argent public, donc c'est quand même compliqué, mais essayer de monter aussi un peu ce plafond pour qu'une personne qui est vraiment aidant, qui n'a pas le choix, puisse passer aussi par ces systèmes-là. Très bien, merci beaucoup. On va passer à côté de vous à Maryse Poulneau. Maryse Poulneau chez Malakoff Humanis. Quelles sont vos conclusions de tout ce qu'on vient de dire là depuis presque une heure? Les conclusions, c'est que moi je pense qu'il faut vraiment un accompagnement de proximité dans la durée et que aujourd'hui,
l'innovation va permettre quand même, c'est vraiment un pas une belle avancée pour répondre demain aux besoins des aidants. C'est quand même quelque chose de très complexe. C'est vrai que pour moi, j'ai envie de dire que les mots qui me viennent à l'esprit, c'est vraiment repérer, détecter, accompagner et aussi vraiment valoriser les ressources internes, que ça soit les entreprises dans leur rôle à jouer et aussi de faire connaître justement tout ce qu'on peut développer comme capacité dans cette relation des danses. Je pense que c'est vraiment important et qu'on a un rôle en tout cas de sensibilisation et d'agir en amont. Et puis par exemple, les acteurs médico-sociaux, c'est vrai qu'on ne peut pas agir seul, c'est-à-dire que c'est vraiment tout un écosystème. Il faut sensibiliser. Il y a des tas aujourd'hui d'aidants qui ne savent pas, par exemple, ce que c'est que de la téléergothérapie. Il y a aussi tous ces outils digitaux qui se mettent en place et en fait, qui sont des réponses pour sensibiliser les aidants professionnels. Et en sensibilisant les aidants professionnels, ça a un impact sur les aidants familiaux. On touche tout le monde. En fait, c'est ensemble qu'on peut vraiment réussir à agir. Donc, je pense qu'il faut communiquer. Il y a un enjeu de visibilité. Les pouvoirs publics, aujourd'hui, ont des sites qui permettent vraiment de répondre. Et nous, on a aussi, chaque situation est unique. Donc, il y a aussi, à mon avis, besoin de multicanal aussi aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. À vous, Emmanuel Ballandras. Expliquez-nous un petit peu ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous mettez en place chez Legrand, justement, quelles sont les grandes conclusions ? Alors, la grande conclusion, c'est un message d'espoir. Legrand a été à l'origine de la création de la filière, pas seul évidemment, mais a été un des grands acteurs de la création de la filière il y a de ça maintenant une dizaine d'années. Donc je m'aperçois quand même que 10 ans plus tard, on est nombreux dans la salle à écouter. Il y a probablement également des gens à distance. Donc les messages passent. On comprend de plus en plus cette relation spéciale aimant-aimé, aidant-aidé. Et ça, je trouve que c'est bien. L'aidant veut aider, comme son nom l'indique. L'aider ne veut pas de solutions invasives. Legrand propose des solutions qui accompagnent sans être invasives. Tentez de mettre une caméra intérieure chez quelqu'un et vous dira « va des rétros ». Dites-lui, est-ce que ça te dérange si je sais si tu as allumé la lumière des toilettes, de la salle de bain ou même de ta table de nuit? Vous verrez que beaucoup de gens répondront comme ma maman, écoute, si ça t'amuse de regarder si mes lumières sont allumées, ben fais-le mon chéri. Mais voilà, donc des solutions de rassurance, parce que j'en reviens là, on veut des solutions de rassurance, existent. Les planètes sont alignées, Fanny, je pense que là, c'est quand même des choses qui se savent de plus en plus. Donc il appartient à chacun dans la salle et à distance maintenant d'aller porter ces petits messages et d'aller dire que les solutions existent et qu'on a des choses pour améliorer la vie des aidants. Alors ça fait peut-être un peu naïf ce que je dis au moment où je vais passer la parole. Mais moi j'y crois. Et en tout cas en 10 années, j'ai vu les messages évoluer, les messages être portés de plus en plus. Peut-être qu'il faut qu'on donne un dernier coup de marteau pour que ça arrive réellement. Et ben, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, je crois. Emmanuel, il faut être un petit peu naïf de temps en temps. Je pense que c'est important. Benoît Durand, c'est à vous. Alors, donc la conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? La conclusion, qu'est-ce qu'on peut mieux faire, etc. Qu'est-ce qu'on peut mieux faire? On a parlé de guichet unique. Alors, guichet unique, oui, mais c'est pareil, c'est quelque chose qu'on revendique depuis des années. Guichet unique à la fois physique et numérique. Il y a des choses qui existent, c'est pas connu. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a des choses qui sont mises en place. Je pense au guichet numérique qui s'appelle Ma Boussole Aidant. Elle est financée à la fois au niveau privé, au niveau public. C'est pas poussé. C'était une des solutions. Pareil, dans un guichet unique, il faudrait avoir quelqu'un en fait qui puisse accompagner, former et qui sache comment aiguiller les personnes en fonction en fait des différents cas. C'est pas le cas. Simplification des démarches administratives. Franchement, dans ce pays, on n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est vrai que elles sont un peu compliquées, les démarches administratives. Effectivement, ça serait plutôt pas mal. On n'en peut plus, quoi. Enfin, honnêtement, c'est vrai. Des fois, on ne comprend rien du tout. On ne sait pas où aller, on ne sait pas comment, etc. Donc ça, stop. Enfin, faut arrêter. Simplifier. Ça, c'est pas possible. Pareil, essayer de supprimer les inégalités territoriales. C'est plus possible non plus dans ce pays. Quand il y a un conseil départemental qui est à la fois évaluateur et payeur, et qui du coup, en fait, un département à l'autre, vous êtes dans une même situation et vous n'êtes pas aidé de la même façon. C'est pas possible. On a parlé en fait des aidants d'activité professionnelle. On parle, enfin, il y a pas homogénéalisé. Oui. Harmoniser, c'est pas mal aussi. Harmoniser, c'est mieux. Ouais. C'est plus simple. Sur les aidants d'activité professionnelle, on parle trop des salariés et pas des aidants en activité professionnelle. Et là aussi, il faut solliciter les branches professionnelles.
Parce qu'en fait, on parle même des petites entreprises, mais les activités libérales, etc., etc. Enfin, toutes ces personnes-là, en fait, ils font quoi? Souvent, ils sont seuls, complètement paumés. Voilà. Et puis, en fait, la dernière chose, parce que si on veut que ça marche, si on veut montrer qu'on est une France solidaire, il faut décloisonner et travailler en commun entre le sanitaire et le médico-social. Et main dans la main, on va arriver et on va avancer et on va aller beaucoup plus loin. D'accord, donc on arrive presque au terme de cette conférence. Donc je rappelle que ce qui en ressort finalement, c'est qu'il n'y a pas d'action commune. Hein, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Actions communes qui sont prises justement pour vous aider, vous aidants, vous aimants. Je vais rappeler que toutes les conférences sont enregistrées en audio. Elles pourront être écoutées sur le site du salon dans les prochains jours. Je vous remercie à tous d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle qu'il y a 2 grands rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui. Le grand rendez-vous de l'entrepreneuriat, comment entreprendre et réussir dans le service à la personne et à la silver economy. C'est aujourd'hui à 13h30, de 13h30 à 14h45. Et le grand rendez-vous FESP, handicap et formation dans les métiers de service à la personne, faire connaître et diffuser les bonnes pratiques, aujourd'hui de 17h à 18h dans la salle américaine. Je suis désolée, il n'y a pas de questions prévues avec le public, mais je vais vous laisser y aller dans 2 petites secondes, je vais vous laisser poser votre question. Mais surtout, si vous avez aimé cette conférence, merci de le partager via le hashtag Salon SAP ou sur la page LinkedIn de l'événement. Merci à tous d'avoir été présents sur le plateau et merci à tous de nous avoir suivis. Bon salon à tous.